La semaine passée, je t'ai expliqué les différences entre le compte CELI et le REER. Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc encore plus important. C'est ce que tu mets dedans qui fait toute la différence. Et c'est plate à dire, mais la majorité des gens font souvent la mauvaise chose. Alors aujourd'hui, on va regarder concrètement quoi mettre dans son CELI et dans son REER. Et surtout, ce qui t'empêche réellement de t'enrichir. En passant, moi c'est Michael Wolf, j'investis de façon autonome depuis 2018. Si t'aimes la façon que j'explique, merci de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Un gros merci. Bon, commençons. Donc, quoi acheter pour investir? Et on va vraiment faire le tour de pas mal toutes les options avec les pour et les contre de chacune. La première option, c'est bien évidemment celle qui rassure monsieur, madame, tout le monde. C'est d'aller voir un conseiller financier et celui-ci peut te proposer plusieurs produits, comme par exemple un certificat de placement garanti. Un CPG. Le principe est simple, la banque prend ton argent pendant une période déterminée, par exemple 1 an, et à la fin, elle te redonne ton argent plus un rendement garanti, disons 3%. Le gros avantage ici, c'est bien évidemment qu'il y a zéro risque. Le désavantage par contre, c'est que 3% de rendement, là, c'est pas avec ça que tu vas t'enrichir. Et en plus, ton argent est immobilisé pendant toute la durée du placement. Maintenant, parlons de la deuxième option. Encore une fois, avec un conseiller financier. Il peut te proposer des produits qui comportent un certain niveau de risque. Par exemple, des fonds communs de placement. Les fonds communs, c'est essentiellement un panier d'actions et d'obligations géré par une firme ou une institution financière. Le principe est bon, tu diversifies ton argent et t'as rien à gérer toi-même. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe des décisions à ta place. Le problème, c'est que ces fonds viennent souvent avec des frais de gestion très élevés. Souvent entre 1,5% et 2,5% par année, parfois même plus. Et oui, j'ai bien dit chaque année. Peu importe si le rendement est bon, ou mauvais. Donc, si tu as 100 000 $ investis et qu'à la fin de l'année, tu perds, disons, 3%, parce que oui, tu peux quand même connaître des années perdantes avec ces fonds. En plus d'avoir perdu 3 000 $ de ton 100 000, tu vas devoir payer le pourcentage de frais de gestion. Et si c'était 2%, tu vas devoir payer presque 2000 $ en frais. Donc, tu terminerais l'année avec environ 95 000 $ dans cette situation. Et les frais de gestion, là, sur le long terme, là, ils peuvent littéralement te coûter des centaines de milliers de dollars en rendement perdu. Donc oui, ces produits peuvent rapporter plus qu'un CPG, mais une grosse partie du rendement finit dans les poches de la banque ou du gestionnaire. Et c'est pour ça que beaucoup de gens investissent pendant 20, 25, 30 ans sans jamais vraiment s'enrichir. Et c'est exactement pour ça que de plus en plus de gens décident de prendre le contrôle eux-mêmes de leurs finances. Ce que j'ai personnellement décidé de faire en août 2018. Et quand on décide d'investir de façon autonome, on a encore une fois plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut faire ce qu'on appelle du stock picking. Le stock picking, c'est simplement le fait de choisir soi-même des actions individuelles. Par exemple, d'acheter soit dans son compte CELI, dans son REER, dans son CELIAP, ou n'importe quel compte en fait. Des actions de Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Dolorama, Coca-Cola, tu comprends le principe là. Puisque le principe est simple, tu choisis une compagnie que tu aimes et tu achètes l'action et tu espères qu'elle va prendre de la valeur avec le temps. Si on parle maintenant des pour et des contre, les pour ici, c'est qu'il y a un potentiel de rendement très élevé si tu fais les bons choix. Donc oui, ça veut dire que tu peux battre le marché si tu es extrêmement discipliné et vraiment compétent. Les contres maintenant? Et les contres, les gens semblent souvent les sous-estimer. Comme je l'ai dit il y a 5 secondes, ça demande d'être très
compétent. Les risques sont également élevés. Une seule mauvaise décision peut faire très mal à ton portefeuille. Puis quand je dis d'être compétent, ça consiste à quoi? Bien évidemment, ça demande énormément de temps, de recherche et de suivi. Un autre contre, c'est que les émotions entrent rapidement en jeu. Le stock picking, on va se dire les vraies affaires. La majorité des gens sous-performent le marché avec cette approche. En effet, statistiquement, la grande majorité des investisseurs qui font du stock picking n'arrivent tout simplement pas à battre le marché sur le long terme. Donc au final, choisir des actions une par une, c'est loin d'être pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pour les passionnés de la bourse qui ont envie de consacrer énormément de temps, d'énergie et d'études là-dedans. Puis ça, ben c'est aucunement mon cas. Personnellement, je n'ai pas la prétention de croire que je peux battre les marchés de façon constante sur le long terme. Et c'est exactement pour ça que moi, je ne fais pas de stock picking. Ma stratégie est complètement différente. En passant, si tu n'as jamais lu mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, c'est une lecture d'environ 20 minutes qui t'explique toutes les bases, les notions essentielles en bourse. C'est exactement le genre de contenu que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Ça m'aurait fait sauver beaucoup d'heures de recherche. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et c'est là qu'on arrive à l'option, la stratégie que j'utilise personnellement depuis des années. Les FNB, aussi appelés en anglais ETF. Un FNB, c'est un fonds négocié en bourse, communément appelé un panier d'actions. Mais au lieu d'être vendu par un conseiller financier dans une banque, ben ça se transige comme une action directement sur le marché. Concrètement, là, quand tu achètes un FNB, tu achètes un panier complet de titres en une seule transaction. Par exemple, un FNB peut contenir des centaines, voire même des milliers d'actions différentes à travers plusieurs secteurs, plusieurs pays et parfois même plusieurs types d'actifs. Donc, au lieu de faire du stock picking et d'acheter individuellement Apple, Microsoft, Amazon une par une, ben tu peux acheter le marché au complet d'un seul coup. Le FNB le plus populaire au monde, c'est un FNB qui suit l'indice boursier, le S&P 500. Le S&P 500, c'est tout simplement les 500 plus grandes compagnies américaines. Ben t'achètes simultanément 500 compagnies en une seule action. Les pour et les contre des FNB maintenant. D'abord, les pour. Ben le premier gros avantage, c'est évidemment la diversification instantanée. Avec un seul achat, ton argent est réparti sur des dizaines, des centaines, parfois, comme j'ai dit, des milliers de compagnies. Deuxième avantage majeur, les frais de gestion sont extrêmement bas. Si on prend par exemple VFV qui suit justement le cours du S&P 500, les frais de gestion sont de 0,09%. Je sais pas si tu te rappelles tantôt quand je disais que les conseillers financiers ça pouvait aller jusqu'à 2%, voire même plus. 0,09%, c'est minime. C'est-à-dire que pour 100 000 $ investis, ben ça te coûte 90$ par année en frais de gestion. Donc si on compare ces frais de gestion avec les frais de gestion des fonds communs, ben la différence est énorme sur le long terme. Le troisième avantage, ben c'est simple, c'est efficace et ça demande très peu de gestion. T'as pas besoin d'analyser des états financiers pendant des heures. T'as pas besoin de deviner quelle compagnie va exploser. Tu investis de façon disciplinée et tu laisses le temps faire sa magie. Et historiquement, les indices boursiers ont très bien performé sur le long terme. Maintenant, les contres. Parce que oui, il y en a. Le premier contre. Avec un FNB, ben tu ne battras pas le marché. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne sous-performeras pas non plus le marché, là. Puisque je sais pas si tu as compris, mais les FNB, c'est le marché. Donc, tu acceptes d'avoir le rendement moyen du marché. Et historiquement, les indices boursiers ont souvent rapporté autour de 8 à 10% par année sur le long terme. Mais évidemment, les performances du passé
ne garantissent pas les résultats du futur. Le deuxième point négatif, ça demande de la discipline émotionnelle. Parce que oui, il va avoir des années négatives, des baisses de 10%, 20%. Parfois plus. Et c'est là que la majorité des gens échouent. Pas à cause du produit, mais à cause de leur comportement. Ils paniquent. Ils vendent au mauvais moment. Et ils sabotent eux-mêmes une stratégie qui est supposée d'être une stratégie sur le long terme. C'est comme si tu roules sur l'autoroute puis au premier nid de poule, on arrête. On va à pied après. C'est plate à dire, mais à pied, tu vas aller pas mal moins loin. Mais quand une personne est capable d'investir régulièrement, de rester constant et de penser, d'avoir une vision sur le long terme, ben les FNB deviennent une arme extrêmement puissante. Les FNB sont, selon moi, une des meilleures options possibles pour investir dans un CELI ou dans un REER. Pas parce que tu vas devenir riche en quelques mois, mais parce que ça fonctionne et que ça élimine la majorité des erreurs que les gens font. C'est pas pour rien que Warren Buffett dit que la majorité des gens devraient simplement ne pas se casser la tête et d'investir dans des FNB qui représentent des indices boursiers. Pas moi qui le dis là, c'est Warren Buffett. Et c'est là que la vraie question arrive. Est-ce pertinent d'avoir seulement des FNB dans son portefeuille ou vaut-il mieux combiner avec un peu de stock picking? La vérité, c'est que tout dépend de ton profil investisseur. Pour ma part, le moins j'ai d'actions à vérifier, mieux je me porte mentalement. Et comme j'ai dit plus tôt, le stock picking demande beaucoup de compétences. Et j'ai pas la prétention de croire que j'ai ces compétences. Et j'ai pas envie d'investir ma vie entière à tenter de les acquérir. C'est pourquoi que pour ma part, je préfère seulement avoir un ou deux FNB dans mon portefeuille. C'est pour ça que je crois que pour la majorité des gens, les FNB suffisent amplement. Ils offrent la diversification, la simplicité et les frais de gestion très bas. Tu peux investir dans un panier de centaines ou de milliers d'actions dans différents secteurs et pays, sans passer des heures à analyser les compagnies individuelles. Mais si tu aimes analyser les entreprises et que tu as le temps, ajouter quelques actions choisies individuellement peut être intéressant à condition de garder ton portefeuille suffisamment diversifié. C'est exactement ce qu'on entend par l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Par exemple, si tu veux ajouter l'action Dolorama dans tes investissements, avoir environ 5% de ton portefeuille dans cette action peut avoir du sens. Le problème, c'est quand certaines personnes mettent 15, 20, 30, voire même 50% de leur portefeuille dans une seule compagnie, puisque si cette compagnie chute, ça peut faire très mal et détruire une grande partie de tes investissements. Donc le secret, c'est de garder un équilibre. Une base solide de FNB pour la stabilité et la diversification. Puis si tu y tiens, quelques actions individuelles pour ceux qui veulent avoir un peu plus de plaisir ou de potentiel de rendement, sans mettre leur portefeuille en danger. Mais comme j'ai dit, c'est aucunement obligatoire, là. Pour ma part, je détiens 0 action individuelle dans mon portefeuille. Ici, on parle un peu plus de la diversification. Oui, c'est bien de diversifier, mais la diversification a quand même un coût. Ce que je veux dire, c'est que plus tu choisis des FNB très larges, comme par exemple VEQT, qui contient plus de 13 000 compagnies différentes. Oui, je te l'accorde, t'es super diversifié. Mais ce qu'il faut pas oublier ici, c'est que la surdiversification peut diluer ton rendement potentiel. Par exemple, un fonds qui suit le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes compagnies américaines, peut, sur certaines périodes, avoir un rendement supérieur à un fonds ultra diversifié mondial. Pourquoi exactement? Quand tu y penses, c'est fort simple. Parce que tu copies
le marché le plus performant, sans inclure tous les marchés qui sont moins performants. Donc, encore une fois, ici, la clé, c'est de trouver l'équilibre. C'est-à-dire, tu veux assez de diversification pour limiter les risques, mais pas trop non plus pour éviter de freiner ton rendement potentiel. Et c'est exactement ce que la majorité des FNB bien construits offrent. Un bon mix entre sécurité et performance, tout en restant simple à gérer. Et dans la prochaine vidéo, je vais analyser avec vous 5 fonds négociés en bourse avec les pour et les contre de chacun, pour que vous sachiez exactement comment les évaluer. Si tu as écouté jusqu'ici, un gros merci. Si tu l'as pas encore fait, like donc la vidéo, laisse un petit commentaire pour mon algorithme, ça m'aide énormément. Et comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, si t'as pas encore lu mon ebook Investir simplement, rapidement et efficacement, ben ça vaut vraiment la peine, le lien est dans la description. Et sur ce, ben je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée!